Hop, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cycle de webinaires dédié à la renaturation en Île-de-France. Donc, on est au sixième webinaire intitulé La renaturation dans les quartiers en politique de la ville. Donc, je me présente, je suis Jonathan Flandin, je suis écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, département biodiversité de l'Institut Paris Région. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés de ma collègue Hélène Joannet du département Habitat et Société de l'Institut Paris Région. Avant de faire une rapide introduction, juste excuser notre présidente, Madame Sophie Deschiens, donc présidente de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et d'Île-de-France Nature qui devait être présente ce matin pour introduire ce webinaire et donc qui s'excuse de ne pas être là. Donc on a lancé ce cycle de webinaires au début d'année, en janvier, dans l'idée de porter et de sensibiliser autour de l'objectif que s'est fixé la région autour de la renaturation. L'idée, c'est de créer une culture commune autour de la renaturation, de partager des retours d'expérience, des conseils techniques et aider donc à la mise en œuvre de cet objectif en Île-de-France. Donc, on est au sixième, on a eu 5 webinaires qui ont déjà eu lieu, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en replay sur le site de l'Institut Paris Région. Le premier avait plutôt pour objectif de revenir sur les concepts de renaturation, sa définition, notamment les questions autour du retour de la pleine terre, des sols vivants, la distinction aussi entre la désimperméabilisation, la végétalisation, le verdissement et la renaturation stricte. Le second a été l'occasion d'aborder la renaturation sous un angle un peu plus technique en se concentrant sur les différentes étapes pour réussir son projet, avec les contraintes et les leviers permettant notamment de mettre en œuvre des projets de renaturation en urbain dense plus spécifiquement. Le troisième webinaire a porté sur les solutions fondées sur la nature et comment la renaturation peut s'inscrire dans ce vaste champ d'action que sont les solutions fondées sur la nature pour répondre à la fois à la crise climatique et aux enjeux écologiques actuels. Le quatrième a permis d'aborder les espaces complexes que sont les friches et a vu comment appréhender les actions et les stratégies possibles pour les intégrer dans les politiques de renaturation. Et enfin, le dernier, qui a eu lieu juste avant l'été, a permis de présenter une démarche portée par l'Institut Paris Région et de nombreux partenaires autour du projet pilote pour une métropole nature qui explore notamment le potentiel de projets partagés, de mise en valeur écologique, paysagère, de mobilité douce, de grands territoires pour reconnecter ces territoires et les habitants à la nature notamment. Et donc, ce matin, nous allons parler plutôt des quartiers en politique de la ville. Et pour échanger sur ce sujet, vont intervenir toute la matinée de 10h30 à midi, le temps de ce webinaire. Donc Hélène Joannet, que je vous ai présenté en introduction, Sarah Lavaux et Jocelyne Lavis d'Immobilière 3F, Christophe Romero de l'ANRU, Amandine Rio et Véronique Navet de la ville d'Orly, et enfin Richard Comte d'Emmaüs Habitat. Donc avant de passer la parole à Hélène, juste vous rappeler quelques consignes sur l'utilisation de l'outil Visio Teams que nous utilisons ce matin pour le webinaire. Il y aura des temps de questions entre chaque intervention, donc je vous inviterai à aller poser directement vos questions dans l'outil conversation de Teams. Vous les, vous les écrirez et je me chargerai de les porter à l'oral à nos intervenants qui y répondront donc en direct. L'outil conversation va vous permettre aussi d'échanger des idées, de faire des remarques, donner un point de vue, donner des retours d'expérience, voire de partager des liens de ressources ou de documents en lien avec notre thématique. Et enfin, ce webinaire va être enregistré, donc il sera mis à disposition sur le site de l'Institut Paris Région au même titre que les précédents.
Voilà, j'ai fait le tour des informations et donc je passe la parole à Hélène pour l'introduction de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je suis Hélène Joannet, je travaille à l'Institut Paris Région sur les questions d'habitat, de politique de la ville et de foncier. Alors, pour introduire les 4 interventions de ce matin, je vais rappeler les principales raisons pour lesquelles nous avons choisi de consacrer une séance de ce cycle de webinaires au quartier en politique de la ville. À cela, il y a 5 motifs principaux qu'on pourrait en fait synthétiser par 5 mots-clés. Alors, tout d'abord, le mot singularité, pour dire que les quartiers en politique de la ville se caractérisent souvent par des formes architecturales et urbaines singulières, faites de tours, de bars, d'immeubles disséminés dans des espaces ouverts, d'immeubles en retrait de la voirie, tout ce qui ménage des espaces libres assez conséquents qui souvent peuvent être occupés par un couvert végétal. Donc là, l'enjeu sera peut-être d'améliorer la gestion écologique de ces espaces déjà végétalisés, ou bien ce sont des espaces bitumés, des nappes de parking, où la question localement peut se poser de leur désimperméabilisation, voire de travaux plus conséquents pour revenir à de la pleine terre. Une autre figure marquante des quartiers en politique de la ville, c'est l'urbanisme de dalle, qui va souvent de pair avec des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc on verra sans doute au travers des remarques que nous entendrons tout à l'heure que voilà, la renaturation dans cet urbanisme spécifique est compliqué, lourd, mais que ça peut se faire également et que ça peut être intéressant. Au-delà du mot singularité, je pense mettre en avant le terme d'enjeu, parce qu'il nous a semblé que les enjeux liés à la renaturation sont particulièrement forts aiguisés dans les quartiers en politique de la ville. Comme vous le savez, les quartiers en politique de la ville sont définis, délimités par la précarité socio-économique de leurs habitants. Et de ce fait, ce sont souvent des habitants relativement assignés à résidence. On l'a constaté lors des périodes de confinement, lors des épisodes de pic de chaleur. De même, quand on s'intéresse aux zones de cumul de pollution et de nuisances environnementales en Île-de-France, on voit que certains quartiers en politique de la ville sont particulièrement concernés. Donc, pour toutes ces raisons, il nous a semblé que l'enjeu de renaturation prend un relief particulier dans ces quartiers. On sait aussi que la conception, la réalisation, la gestion, l'animation d'espaces de nature est souvent l'occasion de faire participer, d'impliquer, de fédérer les habitants et que cette dimension, en fait, on va dire pédagogique, participative, liée à la renaturation ou aux espaces de nature est particulièrement intéressante dans les quartiers en politique de la ville. Le troisième terme, après singularité, après enjeu, le troisième terme qu'on souhaitait mettre en avant, c'est le terme d'opportunité. Ce qui nous a semblé qu'effectivement, dans les quartiers en politique de la ville, il y a de réelles opportunités pour accorder plus de place à la nature. Il y a tout d'abord les opportunités liées au renouvellement urbain, à la rénovation urbaine, qui a été un peu une formidable occasion parfois de repenser la place de la nature dans ces quartiers. C'est ce qu'on verra notamment avec l'exemple d'Orly. Il y a également, il me semble, des opportunités liées à la présence de friches dans ces quartiers. Alors, logiquement, les quartiers en politique de la ville ne sont pas massivement concernés par le phénomène des friches. Les quartiers en politique de la ville sont définis par la densité, par leur vocation résidentielle. C'est pas là où on va trouver des zones d'activité obsolètes ou voilà. Mais il y a néanmoins des friches. Donc, pour ce travail, j'ai demandé à certains de mes collègues qui travaillent sur l'Observatoire des friches en Île-de-France d'identifier les friches qui sont situées ou partiellement ou intégralement dans des quartiers en politique de la ville. Donc, on arrive à 160 friches qui sont donc situées dans des quartiers en politique de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est mes collègues, donc Damien Delaville et Nicolas Laruelle, qui ont activé en fait leur outil, la plateforme dite Cassius, qui permet de définir ou de voir, d'approcher quel serait l'usage préférentiel ou le plus pertinent pour ces friches. Et cet outil, appliqué aux friches dans les QPV, montre que la renaturation figure assez vite dans les usages les plus pertinents pour la reconversion de ces friches. En termes d'opportunités pour la renaturation dans les quartiers en politique de la ville, on peut aussi évoquer le poids du parc social. Parce que concrètement, le poids du parc social signifie présence de bailleurs sociaux
qui sont déjà très impliqués sur ces questions de renaturation, de retour de la nature en ville, et qui peuvent, étant multipropriétaires, on va dire, peuvent répliquer, généraliser des expériences qui sont menées de façon fluente à un endroit, à l'échelle plus vaste de leur patrimoine. Donc, ça me semble également un levier intéressant et efficace. Voilà pour les opportunités. L'autre terme que je souhaitais mettre en évidence, c'est le terme de dynamique, puisqu'on le verra aujourd'hui à travers toutes ces interventions. On voit qu'il y a déjà une dynamique à l'œuvre de renaturation dans les quartiers. C'est d'ailleurs le titre qu'on a choisi, intensifier la dynamique à l'œuvre, pour la note rapide que l'Institut Paris Région va diffuser aujourd'hui en lien avec cet événement, où justement cette note rapide qui évoque effectivement toutes les initiatives intéressantes qui peuvent déjà être engagées. En termes de dynamique, on verra donc il y a les bailleurs sociaux qui sont très impliqués, les collectivités, communes, intercommunalités, comme on le verra avec l'exemple d'Orly, l'ANRU, avec notamment tout ce qui est quartier fertile, quartier résilient, mais M. Romero nous en parlera. Bien sûr, les collectifs, les associations d'habitants, mais on pourrait aussi parler de la Caisse des dépôts qui se mobilise pour le verdissement des quartiers en politique de la ville, le Fonds vert de l'État, il est signalé effectivement que les quartiers en politique de la ville et notamment les quartiers en renouvellement urbain auront droit à un traitement, une attention particulière, seront prioritaires dans le traitement des dossiers. Et également toutes les initiatives de la région Île-de-France, du Conseil régional, à travers les appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, qui ont trait à la reconquête de la biodiversité ou au retour de la nature en ville. Donc, pour évoquer effectivement cette dynamique dans les quartiers en politique de la ville, je pense qu'on pourra faire un cas particulier c'est certes une forme de renaturation bien particulière, mais parler de l'agriculture urbaine qui se développe fortement dans ces quartiers et qui est aussi une façon intéressante de renouer avec le passé vivrier, maraîcher d'un certain nombre de communes franciliennes. Et je terminerai sur le dernier mot qui semble important, qui est en fait un mot double, ce serait le mot long terme, puisque au-delà de l'investissement initial, toutes ces opérations de renaturation, de création d'espaces de nature impliquent une gestion de long terme et donc aussi des financements de long terme qui sont une vraie problématique quand on sait que parfois ça pèse donc sur des collectivités qui n'ont peut-être pas des budgets si conséquents. Et cette question de long terme, de pérennisation, vaut aussi pour la mobilisation des citoyens, l'implication dans la durée des citoyens et des habitants qui a un rôle particulier, souvent dans l'animation, la gestion de ces espaces, l'entretien de ces espaces. Et je pense que la question de la pérennité du long terme a aussi une actualité toute particulière ces temps-ci, puisqu'on sait qu'on a un moment charnière. À la fin de l'année, début 2024, va être définie une nouvelle géographie prioritaire. Donc, l'INSEE analyse l'évolution des caractéristiques socio-économiques des habitants, les périmètres, les contours des quartiers en politique de la ville vont évoluer. Mais on peut d'ores et déjà supposer que la question de la renaturation va rester très importante, même dans cette géographie renouvelée, et que les acteurs dans ces quartiers auront effectivement toujours à jouer sur cet éventail assez large d'actions en faveur de la renaturation, qui va de la simple, on va dire, végétalisation à la désimperméabilisation, à la renaturation, on va dire, plus stricto sensu, avec des travaux qui visent le retour à la pleine terre. Du coup, je m'arrêterai là, mais pour donner la parole à Jocelyne Lavis et à Sarah Lavaux d'Immobilière 3F. Et là, le cas que vous allez nous présenter par rapport à toute cette gradation d'intervention possible, on peut dire à certains égards, c'est un peu une restauration écologique d'un site d'espace de nature qui était préexistant, mais parfois un peu dégradé. Donc, c'est l'exemple que vous allez nous présenter. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, ma collègue Jocelyne et moi-même allons vous présenter effectivement l'opération de réhabilitation d'une résidence sociale de logements sociaux située à Banlenton et qui porte le doux nom de Petit Étang. Si quelqu'un peut me faire simplement un retour sur
C'est l'affichage de bon, la présentation. on C'est voit bien la parfait. Ça présentation. marche. Merci. Voilà. Alors, vous voyez vraiment en introduction, on va dire, l'affiche qui a été réalisée pour la concertation faite avec les habitants de la résidence qui partait au départ de la rénovation énergétique et qui est, comme vous le voyez sur l'intitulé de l'affiche, devenu le renouveau écologique de la résidence. On va vous présenter ça un peu sous forme d'histoire. Alors, il était une fois à Valenton, cette résidence du Petit Étang qui est un héritage patrimonial assez intéressant, dans le sens où précédemment, cette résidence dotée d'un grand parc arboré était en fait le parc d'un ancien petit château qui présentait des éléments de patrimoine intéressants, en particulier une roseraie qu'on voit sur des photos d'archives à gauche, qui est encore existante aujourd'hui, mais désaffectée, et aussi une pièce d'eau, un étang qui a été maçonné il y a de cela plusieurs dizaines d'années, avec un petit pont architecturé et qui tient très à cœur des habitants de la résidence et même du quartier. En témoignent les nombreuses photos de mariage qui étaient prises sur ce petit pont et avec pour fond la fontaine qui fonctionnait alors encore à l'époque. Mais c'est aussi, c'est pas seulement un patrimoine finalement immobilier, c'est aussi un patrimoine naturel, ordinaire et un peu extraordinaire par certains aspects. Ordinaire parce que sur le site, on a recensé 176 espèces végétales, dont 134 sont indigènes, donc beaucoup de flore spontanée. Et puis tout un tas de petites faunes relativement communes, à l'exception d'une espèce végétale, la tulipe des bois, qui est considérée comme très rare en Île-de-France, qui poussait dans le passé beaucoup dans les vignobles. Et en fait, le travail des vignes contribuait à diviser les bulbes et donc à disséminer et à multiplier cette tulipe sauvage européenne. Et la disparition de cette pratique, enfin disparition, en tout cas la régression de cette pratique viticole en fait aujourd'hui une espèce très peu présente en Île-de-France et dont la résidence du Petit Étang possède probablement l'une des populations les plus abondantes. À droite, simplement, le hérisson d'Europe pour illustrer que nous avons aussi 3 espèces protégées, même si elles sont relativement communes. C'est le hérisson d'Europe, la pipilstrelle commune et le triton palmé l'on retrouve dans l'étang. Mais également, finalement, un patrimoine un peu dégradé aussi, un peu dégradé à la fois parce que l'étang, eh bien, il est dans un état écologique pas terrible, notamment avec beaucoup de déchets, une eutrophisation importante liée aux feuilles mortes qui tombent dans l'étang depuis longtemps et la présence de l'antidote sur la quasi-totalité de la surface. Également une biodiversité un peu moins désirable, peut-être, les moustiques dont les locataires se plaignent dans la résidence, mais aussi les pigeons, qui est une problématique un peu récurrente des résidences sociales où il y a des déchets alimentaires qui sont jetés par les fenêtres. Également, cette dégradation, elle porte sur les bâtiments lui-même, les ouvrages et les façades en particulier qui sont amiantés et dégradés à certains endroits avec un certain risque pour les locataires. C'est dans ce contexte que l'opération de réhabilitation a été décidée. Et cet état parfois dégradé, il est aussi le témoin d'une dynamique, mais d'une dynamique passée. C'est-à-dire que par le passé, le parc arboré un peu exceptionnel avait déjà été mis en valeur par diverses actions.
notamment la mise en place de compostage et de panneaux informatifs sur les espèces communes présentes dans la résidence. Mais un compostage qui existe toujours, mais qui est utilisé aujourd'hui par seulement une poignée d'habitants sur plusieurs centaines. Des aires de jeu aussi qui avaient été installées pour investir en fin de compte ces espaces extérieurs, mais qui pour certaines sont un petit peu obsolètes. Et puis, comme vous le voyez à droite, des espaces prévus au départ pour la rencontre entre voisins, pour la convivialité, et qui aujourd'hui aussi ne sont plus très au goût du jour et génèrent parfois plus de nuisances que d'aménités. C'est dans ce contexte que la réhabilitation de la résidence était une opportunité pour tous les habitants et on a envie de rajouter avec Jocelyne, humain et non humain. Vous voyez en illustration le totem d'entrée de la résidence portant l'image de la tulipe qui sera peut-être bientôt l'emblème et qui exprime bien l'ambition du projet de réhabilitation. Et je donne la parole à Jocelyne pour commenter un peu tous les points qui ont été vus par le projet. Merci Sarah. Tu continues à faire développer tu continues à dérouler le Ouais. PowerPoint, s'il te plaît. Mhm. Merci. Bon alors bonjour à tous. Donc nous sommes à Valenton. Vous avez compris que on est sur une résidence qui a bénéficié d'un patrimoine écologique qui date du 19e siècle. Et donc 3F arrive en 1960 et construit 380 logements, 9 immeubles dans un parc arboré de 4,5 hectares. Donc, c'est un patrimoine écologique extraordinaire et en même temps, on est en plein centre-ville, on est en plein cœur de Valenton. Le marché est à 2 pas, donc une situation tout à fait exceptionnelle. Donc, ce projet, donc 3F en fait, a développé un projet particulièrement ambitieux puisqu'on est allé au-delà de la thermique. Il s'agissait bien évidemment de réhabiliter les bâtiments, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, mais également de valoriser l'ensemble du patrimoine écologique, l'ensemble du parc. Et donc, 3F a mis les moyens. Au final, on a un prix de revient de 26 millions, soit 70 000 € par logement. On a eu des aides par le FEDER, donc l'Europe s'est investie dans la thermique des bâtiments, mais également l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui nous a incité donc à désimperméabiliser les sols et surtout à conserver l'eau pluviale sur la parcelle. Donc, le patrimoine écologique, Sarah l'a dit, il était fortement influencé par la Tulipa sylvestris, qui est une tulipe très très rare, qui se trouve normalement au sud de la Loire et qui, en fait, au 19e siècle, a largement essaimé au nord de la Loire, avec, en fait, dans les demeures bourgeoises, dans les jardins bourgeois qui ont été aménagés. Et c'est le cas justement de Valenton, puisque c'est au 19e siècle qu'a été créé ce petit pont qui enjambe cet étang, et également cette fontaine qui se trouve à proximité de l'étang. Donc on se retrouvait avec un patrimoine de tulipes qu'il fallait absolument protéger selon le code de l'environnement. Donc du coup, l'équipe de maîtrise d'œuvre a été augmentée d'experts en écologie. Donc l'équipe de maîtrise d'œuvre, il faut quand même que je vous dise que c'est l'atelier Gorka Piqueras qui s'est occupé de la réhabilitation thermique, et le paysagiste est Philippe Hilaire. Bien entendu, il y a eu effectivement des écologues, Dominique Feuillaz qui s'est occupé de l'inventaire floral, et puis OGE qui s'est occupé de l'inventaire faunistique, et surtout qui a mis en ordre, en musique en fait, toutes les demandes de dérogation qu'on devait faire auprès de l'ADRIE pour réaliser nos travaux thermiques. Puisque vous le voyez là sur la photographie du milieu, on a déjà un isolant qui a été mis en place dans les années 80-90. En plus, on a des ardoises qui sont amiantées qui recouvrent cet isolant. Et en fait, pour déposer l'ensemble de ce revêtement et poser le nouveau revêtement en isolation thermique par l'extérieur, il est nécessaire de poser des échafaudages. Et ces échafaudages, vous le voyez sur la troisième petite photo là à droite, eh bien, elle impacte terriblement les stations de la tulipe. Et nous avions 161 mètres carrés de tulipes qui étaient impactés par ces échafaudages. Donc, il a fallu demander auprès de l'ADRIE, déposer une demande de dérogation, en fait, pour déplacer cette tulipe de manière à la protéger des travaux.
Donc, OGE nous a constitué le dossier suivant la politique, donc réduire, compenser. Et on a obtenu au mois de juillet, on a déposé le dossier au mois de mai, on a eu énormément de chance parce qu'on était quand même contraint par notre planning de travaux, mais également par le saison, voilà, puisque en fait le déplacement de la tulipe, il doit se faire entre le mois d'août et le mois de septembre. Et on a eu la chance d'obtenir la dérogation au mois de juillet, ce qui nous a permis de faire le déplacement de nos 161 mètres carrés de tulipes, donc moitié par plaque et moitié en vrac, et on les a déplacés à 500 mètres, donc dans un enclos fermé sur lequel on a mis, sur lequel donc il y a des panneaux d'affichage qui indiquent qu'effectivement c'est une zone protégée. Voilà, merci. Donc vous voyez au milieu, la photo du milieu, c'est à peu près le plan de la résidence, donc avec ces bâtiments, et vous voyez qu'au milieu de ces bâtiments, on a effectivement notre grand parc. Donc, je vous répète, 4,5 hectares, donc on a au moins 4 hectares de parc, de bois, de pelouse, et puis en bas à droite, l'étang, donc qui fait 1200 mètres carrés. Donc cet étang a été construit au 19e siècle, d'abord avec un fond bétonné, et lorsque 3F est arrivé en 1960, on a bétonné également les berges afin de protéger les fondations des 2 immeubles qui se trouvaient à proximité de cet étang. Donc tout le travail de l'architecte, enfin de l'atelier Gorka Piqueras, c'était effectivement de revaloriser l'ensemble des bâtiments qui, au départ en 1960, avaient une architecture relativement homogène et élégante. Et cette élégance avait été perdue avec la rénovation des années 80. Donc du coup, la réhabilitation thermique a opté pour, bien sûr, un isolant thermique par l'extérieur, le remplacement des fenêtres, le remplacement de la couverture. Et l'ensemble donne l'ensemble, en fait, c'est une enveloppe qui est blanche, voilà, blanche ou marron. Sur les 9 immeubles, on en a 7 qui sont blancs et les 2 qui sont marrons, avec un soubassement sur toute la hauteur du rez-de-chaussée qui est un contre-mur en briques. Et puis une toiture, vous ne la voyez pas, mais qui est en acier nervuré, en bac acier nervuré, et qui est d'une couleur gold. Et en fait, toute la problématique, ça a été de récupérer les eaux pluviales des toitures de manière à alimenter les pieds d'immeubles qui se trouvaient enfin, on allait revégétaliser de manière à asseoir le bâtiment sur un cadre végétal. Alors bien sûr, OGE nous a mis en évidence. Attends, tu peux revenir à la précédente slide, s'il te plaît. OGE a mis en évidence l'importance donc de la faune et notamment des oiseaux. L'intérêt d'avoir un parc qui existait depuis le 19e siècle, c'est qu'on a forcément des vieux troncs d'arbres, des vieux arbres qui sont pleins de cavités. Et là, tout l'enjeu, ça a été d'installer une cinquantaine de nichoirs à oiseaux. Alors, je vous dis pas, on s'est un peu bataillé avec l'écologue, parce qu'évidemment, l'écologue voulait installer les nichoirs dans l'ITE, qu'on venait justement de terminer. Donc, toute la bataille, ça a été de dire qu'il y avait un certain nombre d'arbres dans le parc et qu'on allait installer les nichoirs sur les arbres et non pas sur les façades qu'on venait de terminer. Là-dessus, OGE nous a donné son accord, donc on était plutôt contents. Donc sur la photo là du milieu, vous voyez, donc en fait, on a une cinquantaine de nichoirs qui vont être installés donc pour des rouges-gorges, pour des mésanges charbonnières, pour des verdiers d'Europe, donc toute une espèce d'oiseaux qui sont protégés et qui viennent s'installer en fait régulièrement dans cette résidence. On peut passer à la prochaine slide, voilà. Alors là, vous voyez le travail architectural, vous voyez que c'est un travail qui est particulièrement sobre, puisqu'on a un enduit qui est blanc, le contre-mur qui est en briques avec des briques ajourées donc, qui permettent de ventiler les caves, et surtout les descentes d'eau pluviale donc, qui permettent d'acheminer l'eau d'une partie de la toiture. Elles arrivent donc dans des caniveaux qui ensuite se déversent dans les bacs plantés. Donc en fait, on a 3 systèmes on a 3 systèmes d'évacuation des eaux sur la parcelle. Donc le premier système, c'est c'est la photographie du milieu. Donc les eaux proviennent de la toiture et elles sont déversées
dans cette rigole que vous voyez, qui au fur et à mesure se déverse dans le bac planté, qui a lui-même un puisard en dessous. Donc ça, c'est le premier système. Le deuxième système, vous le connaissez mieux, c'est une noue plantée qui sont situées à l'arrière des bâtiments. Donc en fait, on le voit, il y a un petit creux là sur lequel Sarah a mis des végétaux. Donc ce sont des petites noues plantées parce qu'en fait le terrain était très imperméable. Donc l'étude de perméabilité n'était pas très favorable. Donc du coup, on a été obligé de limiter les noues plantées, mais on les voit quand même. En bas de la petite photo de la noue plantée, vous voyez, en fait, on doit faire de la publicité pour les ouvrages qui sont réalisés grâce à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, en fait, on a prévu de réaliser des ensembles en inox qui seront fixés à terre sur tous les ouvrages qui auront été financés par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et puis, on a un troisième système d'évacuation des eaux. Alors, hop, on va passer sur la slide suivante. Qui est en fait la désimperméabilisation des parkings. Donc, on a 380 logements, 332 places de parking. Et sur les 332 places de parking, on a réussi à créer 150 places de parking percolants, donc qui récupèrent les eaux pluviales. Ces parkings percolants, en fait, c'est un système OG2 qui est en fait un système de pavés en béton qui est emmaillé dans une maille en fait en PVC recyclé. Et en dessous, on a tout un système de récupération des eaux pluviales par le bassin et des systèmes de stockage. Donc l'ensemble nous permettant de stocker un orage de 24 heures de 60 mm d'eau de pluie. Donc vous l'avez bien compris, tout ce dispositif de récupération des eaux pluviales permet de limiter en fait les rejets dans le réseau départemental et surtout de conserver cette humidité dans la parcelle, ce qui nous permet donc de régénérer toutes les espèces plantées et également les espèces d'oiseaux et de vers de terre qui enrichissent ce patrimoine. Et alors oui, on a également repensé l'éclairage puisque vous l'avez vu sur le plan, on a quand même beaucoup d'espaces qui sont des espaces de promenade et qui seront enrichis par des équipements qui viendront favoriser les aménités des habitants. Donc en fait, l'éclairage était là, l'éclairage a dû être repensé dans un cadre écologique. Donc en fait, on a un éclairage qui est dirigé vers le bas, mais surtout qui est éteint entre 1 h et 6 h du matin pour préserver justement la vie nocturne des animaux. Voilà, donc les aménités, je reviens à la première slide de Sarah qui vous a présenté en fait une concertation qu'on a menée sur les abords des bâtiments. Donc c'est une concertation qui a été menée, c'est une e-concertation en fait qui a été menée avec les habitants. Au départ, en fait, on a fait ce qu'on appelle un diagnostic en marchant avec une dizaine d'habitants et avec le partenaire qui nous accompagnait, qui était 1001 Vies Habitat. L'objectif, c'était de solliciter d'abord, de redécouvrir avec les habitants le patrimoine et la richesse de ce patrimoine et également cet espace qui est quand même énorme, 4,5 hectares, et puis ensuite d'échanger avec eux sur quelles étaient les aménités qu'ils souhaitaient retrouver. Alors bien entendu, ce sont d'abord rénover les aires de jeu, parce que le logement social, c'est d'abord loger des familles, donc les enfants sont extrêmement prégnants, les enfants de tout âge hein, également, et les adolescents, et puis essayer de créer des aménités qui soient des aménités intergénérationnelles et qui puissent retrouver les habitants autour de l'écologie. Donc on a évidemment les jardins partagés, on a également des espaces intergénérationnels où chacun peut se retrouver, éventuellement faire du sport. Et puis, l'objectif également, c'était de fédérer les habitants autour de cet étang. On va changer de slide. Autour de cet étang, qui était donc un espace fermé. D'abord, un espace fermé parce que une pièce humide, c'est toujours un risque, surtout quand on est en logement social, bien entendu, un risque pour les enfants. Et puis, un espace fermé également parce qu'on est dans un espace naturel. Donc, où en fait on ne doit pas être dérangé, les animaux ne doivent pas être dérangés, donc c'est un espace qui est grillagé. L'objectif là, c'était de renaturer cet espace qui était donc l'étang en fait, il est totalement eutrophisé par un manque de circulation d'eau, par des jets d'eau, par des jets d'objets également, comme l'a dit Sarah. Donc du coup,
OGE donc nous a proposé une possibilité de renaturation de cet étang. Donc déjà en débétonnant la partie de l'étang qui se trouvait ensoleillée, puisque le béton en fait empêche la diversité des plantations. Donc du coup, on va faire des travaux sur cet étang qui vont être en fait d'installer une pompe de circulation d'eau, de démolir les berges bétonnées afin d'assurer une replantation qui viendront également renettoyer l'eau de l'étang. Et puis, Sarah, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et puis, l'objectif, ça va être également de créer une promenade plantée. Non, il n'y a pas de slide suivante. Ah, attends, je reviens au début du coup, Jocelyne, pour montrer le sentier. Il va falloir conclure. Hein. Ok, donc dans la photographie de droite, en fait, il y a il y a un petit sentier vert. En fait, on va réaliser un sentier pédagogique qui sera réalisé en écorce de pin, qui sera emmaillé dans une structure. Et l'intérêt, en fait, c'est d'organiser des séances pédagogiques à destination des habitants, mais également à destination des écoles, parce que souvent l'information passe par les enfants, pour que effectivement chacun puisse observer et découvrir ce milieu naturel, à la fois de la faune et de la flore. Voilà, j'ai terminé. Merci, Jocelyne. Merci. Parfait, merci beaucoup pour ce très beau retour d'expérience. Et nous avons quelques questions de précision sur le projet. Alors, vous les voyez dans la conversation, mais je vais les donner à l'oral. Notamment, alors, ça a été évoqué, le coût de l'opération. Je crois que c'est Sarah qui l'a indiqué, me semble-t-il. Le coût global. 10 millions de travaux, avec un financement par le FEDER et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. 70 000 € par logement. Merci. Il y a une question sur est-ce que le Conseil citoyen a été impliqué dans le projet? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil citoyen propre à la ville ou au quartier. Alors, le conseil citoyen, oui, je ne sais pas exactement ce que c'est. Par contre, comme on avait une équipe d'experts, on a largement sollicité les habitants avec les réunions de présentation en amont, avec l'étude de concertation qu'on a faite en amont. Et puis, on a une ville qui est extrêmement présente. Donc, du coup, on a fait, oui, on a fait énormément de réunions de concertation. Par exemple, l'amicale de locataires, on la rencontre tous les trimestres dans le cadre de la réhabilitation d'habitants. Voilà. Et donc, ils nous refont bien évidemment les remontées des réclamations locataires, mais également, c'est une réunion pour échanger sur les aménités, sur les aménagements et sur les aménagements qu'on peut faire à la marge par rapport à notre programme de réhabilitation. Merci. Alors, des questions plus liées sur les aménagements en faveur de la faune et de la flore. Alors, sur les nichoirs, ça interroge pas mal, notamment pourquoi ne pas installer les nichoirs sur les ITE? Et il y avait une question aussi autour de la petite tulipe sauvage. Donc, vous avez indiqué que l'espèce n'était pas originaire n'était pas d'origine biogéographique francilienne. Et donc, pourquoi avoir mené des actions de développement de cette espèce? Et est-ce que ça se fait pas au détriment d'autres espèces de cet écosystème local? Voilà. Donc, je pense qu'on aura des retours de la part de l'écologue qui a fait l'inventaire. Voilà, déjà cette partie-là, et après, il y a d'autres questions sur une autre thématique, on y reviendra après. La tulipe des bois, elle est considérée comme naturalisée en Île-de-France. Elle est considérée comme naturalisée en Île-de-France. Hein. Donc, ça fait partie aujourd'hui de la flore indigène d'Île-de-France. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'elle possède un statut de protection dans la région. Et c'est pour cette raison que nous avons dû l'entourer de toutes les précautions d'évitement, de réduction. On n'a pas eu de compensation sur ce site. Mais donc, elle est considérée comme de la flore indigène aujourd'hui.
Voilà, et pour mémoire, donc effectivement, l'écologue avait repéré donc la tulipe comme étant une fleur très très rare. Il y a une deuxième fleur également qui avait été repérée, mais qui était juste très rare, c'est le géranium. Le géranium Euh, pourpre aussi, oui. oui, voilà. Et alors, quant aux nichoirs, eh bien, ça a été une sacrée aventure, les nichoirs, puisque en fait, au départ, la problématique est surtout une problématique thermique. Donc, on a avancé sur toute la problématique thermique et sur les travaux thermiques. Et en fait, en parallèle, s'est développé donc le planning écologique avec la nécessité donc de s'occuper de la faune et de la flore. Et quant à moi, c'était mon premier projet. Donc, du coup, on a avancé sur les travaux thermiques. Et quand on a compris en fait que les nichoirs, fallait les poser en façade et qu'on avait des façades blanches, donc du coup, on a milité pour poser les nichoirs sur les arbres de manière à protéger notre ITE euh, de toutes les déjections d'oiseaux, en fait. Voilà. Mais c'est promis, la prochaine fois, il n'y a pas de souci, on intégrera les nichoirs directement dans l'ITE et ce sera une des conditions donc, du projet de réhabilitation thermique. Oui, il y avait un Merci. problème de timing là, en l'occurrence, hein, c'est-à-dire que l'ITE venait d'être terminé lorsque le bureau d'études a rendu la quantité, la localisation des nichoirs à poser. Donc ça posait vraiment des problèmes d'intégration architecturale a posteriori. Voilà, c'est pour ça qu'on a cherché des alternatives à la fois sur le site et sur les sites environnants d'ailleurs. Merci. Alors, il y a une question, enfin d'ailleurs plusieurs qui se rejoignent sur l'extinction des lumières la nuit et notamment quel accueil cette action a de la part des habitants. Est-ce que c'est le ressenti est bon? Est-ce qu'il y a des retours positifs ou négatifs sur cette action d'extinction nocturne de la lumière? On n'a pas de retour, ça fonctionne. On n'a pas de réclamation par rapport à ça. À certains endroits, effectivement, il y avait certains passages, en fait, vous l'avez vu, le cœur de la résidence, en fait, n'était pas forcément éclairé. Et en fait, on avait quand même un passage piétonnier qui est très utilisé dans la journée, notamment par les enfants et par les adultes. Donc, on nous a demandé de l'éclairer, mais le fait d'interrompre donc l'éclairage entre 1 h du matin et 6 h du matin, on n'a pas de retour là-dessus. Donc, peut-être aussi parce que les gens qui travaillent tôt le matin, ils descendent sur le parking chercher leur voiture et ils ne traversent pas la résidence pour aller chercher un bus. Peut-être que c'est lié aux habitudes, effectivement. Euh, une, une dernière question et après je vous inviterai à répondre parce qu'il y en a deux, trois qu'on n'aura pas le temps de faire remonter directement dans la conversation. Comme ça, tout le monde aura son retour et puis on va pouvoir prendre la suite du webinaire. Nous avons pu observer sur les photos des protections autour des arbres. Et donc la question c'est, pouvez-vous en parler un peu plus? Quel phasage de mise en place, sensibilisation des équipes qui sont intervenues pour faire les travaux à cette protection, suivi dans le temps des arbres? Voilà, comment a été pris en compte cette protection du patrimoine arboré dans le cadre des travaux? Je commence, Jocelyne, et puis tu pourras certainement compléter. C'est une longue histoire et finalement, ça a commencé un peu par ça, dans le sens où, c'est, le diagnostic phytosanitaire de l'ensemble du patrimoine arboré du site qui a permis de mettre en lumière la tulipe. Au départ, dans la résidence, sur les extérieurs, c'est ce diagnostic phytosanitaire qui a été fait en premier pour repérer les arbres dangereux potentiellement, repérer également les arbres qui pouvaient être élagués pour éclairer les logements, puisque ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu, en fin de compte, de soins apportés aux arbres. Du coup, le projet écologique a évidemment rebattu un petit peu les cartes, puisque le OGE est arrivé en disant que bah oui, mais les vieux arbres, notamment à cavité, pouvaient avoir un intérêt écologique et que donc il était important de questionner l'abattage de ces arbres et l'élagage de certains autres arbres. Et donc on a repassé
en revue le plan qui avait été fait au départ à l'aune des critères écologiques. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu tout un suivi de chantier par OGE, notamment la mise en défense de la zone qui concerne la tulipe tout autour de l'étang. Et au passage, bien sûr, la protection des arbres a été un des points, on va dire, qui ont été mis en place dans la phase chantier, mais parmi d'autres, hein, finalement. Oui. Jocelyne, ouais, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Bah oui, en fait, dans le CCTP, on met qu'il faut protéger les arbres, donc l'entreprise réalise ses travaux, réalise les palissades de protection, et puis effectivement, on vérifie que les palissades sont toujours en bon état. Non, en fait, ça c'est une contrainte auquel les entreprises s'habituent. Enfin, ça fonctionne, hein, voilà, ça fonctionne. Parfait, merci beaucoup. Je vous invite à rester un peu pour répondre aux quelques questions que je n'ai pas pu reporter à l'oral. Hélène, je te laisse la parole pour introduire notre intervenant suivant. Oui, merci beaucoup donc à Jocelyne Lavis et à Sarah Lavaux. Et puis maintenant, effectivement, on passer la parole à l'ANRU, à M. Christophe Romero, qui est chargé de mission sur les questions de transition écologique à l'ANRU. Justement, on a tous un peu en tête les dispositifs de quartier fertile, de quartier résilient. Et en fait, on voulait en savoir plus de façon globale sur la façon dont l'ANRU s'empare et peut-être s'empare de plus en plus de ces questions de nature dans les places de la nature, dans les quartiers, au gré des opérations de renouvellement urbain. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Romero. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Christophe Romero, chargé de mission transition écologique à la direction de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs. Nous sommes 3 sur ces fonctions de chargé de mission transition écologique avec mes collègues Jean-Benoît Cariou et depuis peu Colombe Mille, qui m'a d'ailleurs assisté dans la préparation de ce rendez-vous. Vous connaissez certainement l'ANRU. Peut-être dire quand même quelques mots sur l'action de cette agence, qui est un acteur très important de la transformation des quartiers en politique de la ville et surtout des quartiers les plus défavorisés parmi ces QPV, puisque à travers nos différents programmes, nous en touchons pratiquement 700, et notamment à travers les 2 programmes socles de l'ANRU qui ont été le PNRU pour la période antérieure et le NPNRU, qui est le nouveau programme de rénovation urbaine qui est en cours. Et si on cumule ces 2 programmes, ils se superposent parfois. Ce sont donc 700 quartiers qui sont transformés avec l'aide de l'ANRU. Ça représente à peu près 5 millions d'habitants. Et en termes d'investissement, on est sur à peu près 24 milliards d'euros de budget, avec un effet levier conséquent, puisqu'on estime que ces 24 milliards vont générer 50 plus 50, c'est-à-dire à peu près 100 milliards d'euros d'investissement. Donc, investissement, comme vous le savez, sur les aménagements urbains, espaces publics, sur les équipements publics aussi, et bien entendu sur le bâti, le parc locatif social notamment, particulièrement, pardon. Autre action de l'ANRU, autre programme qu'on n'a pas cité ici, c'est le programme PNRCAD, qui intervient plus sur les quartiers de centres anciens, on va dire, qui nécessitent du recyclage foncier. Là, l'action en faveur de la renaturation est un petit peu plus complexe. Donc, ces programmes portent l'ambition de transition écologique et surtout le dernier programme, le NPNRU, puisque c'est prévu par la loi, on doit, à travers ce programme, contribuer à la transition écologique des quartiers que l'on accompagne, et notamment à l'adaptation au changement climatique. Donc, on le voit à travers ces différents leviers, notamment ces leviers des programmes socles. Le projet de renouvellement urbain, c'est une séquence importante de recomposition des territoires, des quartiers politiques de la ville, qui est l'occasion de réinterroger la place de la nature, même si le règlement général de l'ANRU, qui guide l'action des porteurs de projets soutenus par l'ANRU, ne fait pas une mention spéciale de la question de la renaturation. Comme on l'a dit précédemment, c'est la question de la transition et de l'adaptation, mais c'est un levier important, notamment à travers l'intervention sur les espaces publics. À côté, en plus, on va dire, de ces programmes socles, portant des programmes plus thématiques. Alors, on porte des programmes d'innovation, des programmes d'investissement d'avenir, que nous opérons pour le compte notamment du SGPI. Alors, on en a 3 principaux, Ville durable et solidaire, ANRU+, et démonstrateurs de la vie durable, qui visent justement à favoriser des projets à haute performance environnementale, tout en augmentant le reste pour vivre des habitants, puisque le sujet majeur aussi est bien celui de la qualité de vie des habitants, de leur pouvoir d'achat. Donc, on intervient aussi dans ce sens-là. Donc, cette action à travers les 3 PIA
permet de générer 171 millions d'euros de subventions supplémentaires pour une quarantaine de projets, pour bonifier ces projets et faire en sorte qu'ils soient encore plus ambitieux sur ces questions de transition et d'adaptation. Comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure par Hélène, nous avons un programme, une démarche qui est portée par l'ANRU qui s'appelle Quartier Fertile, qui vise à développer, à massifier l'agriculture urbaine dans les quartiers en politique de la ville. Agriculture urbaine qui nous paraît intéressante aussi parce que porteuse de nombreux co-bénéfices, hein, donc la création d'emplois, la structuration de filières locales, la création aussi de liens sociaux et l'accès à une alimentation plus qualitative, plus saine. Et ça contribue aussi, cette action-là, c'est un des leviers qui permet aussi de faire revenir d'une certaine manière la nature en ville et la biodiversité en ville. Donc c'est une approche, là encore, que l'on veut systémique, qui rencontre en effet l'économie, le social et l'environnemental. Nous avons une centaine de projets qui sont concernés par ce programme, par cette démarche Quartier Fertile. Évoquons un peu plus loin la nouvelle démarche qui s'appelle Quartier Résilient, le nouveau programme de l'ANRU. Donc, à travers ces différents programmes, l'ANRU finance, pour résumer, des opérations de création ou de recomposition d'espaces publics et privés, qui accompagnent souvent des opérations réalisées sur les parcs de logements et les équipements publics, et qui concourent, ces différentes actions, à la renaturation des QPV. Alors, cette renaturation des QPV est à la fois un enjeu majeur des projets de renouvellement urbain, et ces projets de renouvellement urbain sont un potentiel aussi majeur de renaturation des quartiers. Donc, ça a été dit aussi tout à l'heure en introduction par Hélène, les QPV sont des territoires à fort potentiel de renaturation. Alors, il est très dur de généraliser, mais globalement, on a différentes typologies de quartiers. On a l'urbanisme de dalles, ça a été dit, l'urbanisme de chemin de grue. On a plus rarement du tissu ancien de faubourg ou de cœur de ville qu'on traite à travers le programme PNR-CAD. Et ces différents tissus ont souvent comme point commun, à l'exception des cœurs de ville, d'avoir une emprise au sol du bâti qui est relativement limitée, ce qui libère généralement de vastes espaces publics ou privés qui ont été à l'origine et au fil du temps plus ou moins minéralisés. Donc on a des rues, bien sûr, des espaces de stationnement, souvent massifs, des cœurs d'îlots parfois, des parcs, certains sont très impressionnants, très généreux, des places, des squares, mais aussi des terrains de jeu, des terrains de sport, donc autant d'espaces qui sont plus ou moins minéralisés. Et un certain nombre d'espaces que l'on peut qualifier de verts ou de naturels, qui eux aussi sont plus ou moins qualifiés. Donc on a des parcs, on l'a dit, qui parfois sont majeurs. On peut avoir des prairies plus ou moins plantées et des strates, voilà, différentes strates. Souvent, la strate intermédiaire est assez peu présente dans les quartiers sur lesquels nous intervenons. Donc la strate arbustive notamment, qui souvent disparaît au fil du temps et de l'entretien pour des raisons généralement de facilité d'entretien et de sécurité. Ce sont aussi des espaces, on peut parler de trams, qui sont plus ou moins intégrés aux continuités écologiques du territoire. Donc, les trams vertes, les trams bleues, les trams brunes, en fonction de la localisation du quartier. La petite image juste à côté montre le quartier du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie, qui lui se situe dans un espace, dans un environnement naturel assez riche, au contact de la Seine, et pour lequel le projet va chercher à tisser justement des liens entre le cœur de quartier et ces espaces naturels avoisinants. Les enjeux de la renaturation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville traités par l'ANRU sont de 3 ordres principaux. Donc, c'est l'amélioration du cadre de vie. On l'a dit, nous avons des habitants qui sont assignés souvent, on va dire, à résidence, entre guillemets, à leur quartier. Donc, dans leur quartier, pardon, ils quittent assez rarement leur quartier, notamment pendant les périodes de vacances, etc. Et donc, il y a un gros enjeu d'amélioration de ce cadre de vie, de quartiers qui connaissent des dysfonctionnements et qui ont plus ou moins bien vieilli depuis leur création. Il y a un enjeu qui est croissant et qui est vraiment maintenant présent, c'est celui de l'adaptation au réchauffement climatique et de l'atténuation de ses effets sur le territoire et la population. Donc, effets qu'on connaît tous, hein, les épisodes de surchauffe estivale, de canicules qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, aussi d'îlots de chaleur urbains parfois, selon le contexte. On en a quand même souvent dans ces quartiers, notamment dans les quartiers de dalles. On a aussi le risque d'érosion de la biodiversité et des ressources en eau. Et puis aussi, et bien entendu, de dégradation des conditions de vie et de santé des habitants. Ces épisodes, notamment caniculaires, pèsent beaucoup sur la santé physique, mais aussi mentale des habitants des quartiers. Et puis, dernier point, et qui est un point majeur aussi de notre action, c'est le renforcement d'attractivité à travers toutes les actions que l'on peut conduire. Donc, il y a aussi un enjeu à rendre ces quartiers plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, la renaturation, c'est un des leviers que nous identifions, nous, pour atténuer les vulnérabilités des quartiers politiques de la ville. Donc, c'est à la fois un levier d'adaptation au changement climatique et aussi d'atténuation.
avec de nombreux co-bénéfices. Ils ont déjà été cités, on les a vus dans l'exemple précédent. Donc, il y a des bénéfices sur le plan environnemental, avec tout ce que l'on peut faire en matière de gestion naturelle des eaux de pluie, des risques d'inondation aussi dans certains secteurs. On pense notamment, nous, qu'on a des problèmes très présents de ce type-là dans les Antilles, puisque nous intervenons aussi en dehors de l'Hexagone. D'économie de la ressource en eau. Il y a des enjeux aussi de séquestration et de stockage du carbone à travers la végétalisation que l'on peut faire des espaces. On peut aussi développer des solutions de filtrage et de décomposition des déchets organiques à travers des opérations. Et il y a un enjeu qui a été aussi évoqué en introduction de dépollution et de refertilisation des sols. Nous étions avant l'été dans des journées régionales à Lille et c'est un sujet qui est très très prégnant dans cette région, dans les Hauts-de-France, mais aussi en Normandie, de dépollution des sols, notamment de phytoremédiation dans le cadre d'opérations d'agriculture urbaine, par exemple. Les autres co-bénéfices que l'on va chercher, ce sont les bénéfices sur le cadre de vie et la santé des habitants, donc la régulation des effets de l'ICU et de la surchauffe diurne, l'amélioration de la qualité de l'air aussi, il peut y avoir un impact de ce point de vue-là, et puis un impact sur la santé mentale et physique des habitants. Des enjeux forts de cohésion sociale, puisque ça a été dit là aussi, on l'a vu dans les exemples précédents, c'est une manière, la renaturation, c'est aussi un moyen d'associer les habitants à la programmation, à la conception, et aussi, pourquoi pas, à la mise en œuvre et à la gestion des aménagements que l'on va faire, porteurs de projets vont faire et qu'on va accompagner. C'est aussi ces aménagements, cette renaturation, ça peut être le support à des activités. On l'a vu avec l'agriculture urbaine, c'est aussi un support de sensibilisation et de pédagogie des habitantes et habitants à destination des habitantes et habitantes des quartiers. Donc, tout ça en mettant en œuvre des solutions que l'on pousse à ce qu'elles soient le plus possible fondées sur la nature. Ils sont souvent moins coûteuses en investissement que des solutions classiques, mais avec une vigilance particulière à avoir dans ces actions de renaturation sur les contraintes et les coûts d'exploitation qui doivent être intégrés dès le départ. Si on veut que ces projets réussissent, voilà, ils sont un peu une injonction contradictoire entre des moyens qui se réduisent pour entretenir les espaces et la volonté que l'on a de les renaturer, de les végétaliser. Donc des perspectives aussi qui s'ouvrent, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, on a parlé des programmes socles, on a parlé des programmes aussi qui accompagnent ces programmes socles, et on a un nouveau programme qui s'appelle Quartier Résilient, qui a été lancé fin 2022, en septembre 2022, et qui vise justement à promouvoir des stratégies globales et un peu plus ambitieuses de transition et d'adaptation pour accroître la résilience des quartiers, pour faire en sorte que le cadre de ces quartiers, mais aussi leur population, soit plus résiliente, c'est-à-dire encaisse mieux d'une certaine manière les chocs, qu'ils soient sociaux, économiques, climatiques. Donc voilà, on va à travers ce programme accompagner la montée en qualité des opérations pour accroître leur impact en matière de transition, donc énergétique, écologique, économique et sociale, et d'adaptation. Donc on a un enjeu très très fort, bien sûr, c'est l'atténuation des vulnérabilités qui sont multiples dans nos QPV, vulnérabilité donc du cadre bâti, mais aussi des habitants, avec un certain nombre de leviers d'action qui ont été identifiés, dont la renaturation qui a été identifiée dans un des 3 piliers, qui est le pilier cadre de ville, et les autres piliers étant le développement local et la cohésion sociale. Donc la renaturation dans ce programme a été spécifiquement mentionnée. Donc c'est un dispositif d'accompagnement qui s'adresse à l'ensemble des quartiers engagés dans le NPNRU. C'est un dispositif d'accompagnement transversal sous la forme de webinaires, mais aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 453 QPV du NPNRU. Et c'est un dispositif qui est renforcé pour une 50aine de quartiers qui ont été ciblés, pour lesquels des crédits supplémentaires issus du NPNRU sont mobilisés à hauteur de 100 millions d'euros. Quelques exemples peut-être pour terminer sur, alors il y en a de nombreux. On en a choisi bien sûr en Île-de-France, on en a aussi en province, des exemples très intéressants de démarches, de projets qui intègrent ces questions de renaturation. Alors ici, sur ce premier exemple, l'exemple qui s'appelle l'îlot, c'est un projet d'agriculture urbaine qui est un vecteur de renaturation et de reconquête de la biodiversité d'un secteur. C'est porté par une association qui s'appelle Alage, sur une ancienne friche industrielle qui fait à peu près 3,5 hectares, au croisement de plusieurs QPV de l'île Saint-Denis et au cœur, ce qui est assez rare, d'une zone Natura 2000. Donc là, il y avait un enjeu très fort aussi de s'intégrer dans cet environnement très, très qualitatif. C'est un projet qui est composite, qui est à la fois écologique et citoyen, donc avec une action de renaturation
et de restauration de la biodiversité à travers 3 activités que sont l'horticulture, la fabrication de substrats fertiles. Il y avait cette question des sols vivants, comment on rend les sols à nouveau vivants là où ils sont stériles, très peu fertiles. Et puis la recherche scientifique sur la question des sols pollués. On a aussi des exemples nombreux en région Hauts-de-France sur des tentatives de remédiation des sols, de refertilisation des sols avec des méthodes naturelles et avec aussi des cultures intermédiaires sans attendre que ces sols soient complètement dépollués. Et puis, autre volet très important de cette opération que l'on présente ici, qui est l'opération Quartier Fertile, c'est la sensibilisation du public, une action d'insertion aussi et de formation professionnelle à différents métiers, du jardinage, de l'agriculture urbaine ou des éco-activités. C'est un projet qui paraissait intéressant car complet et global. 2 autres exemples qui sont tirés de la première vague de quartiers résilients, donc des 25 premiers quartiers qui ont été identifiés comme pouvant bénéficier de l'appui spécifique quartier résilient. Donc un premier exemple à Garges-les-Gonesse. Là, le constat a été fait d'un certain nombre de vulnérabilités, l'îlot de chaleur, la discontinuité de la trame verte, des nuisances sonores importantes aussi liées au trafic à la fois aérien et terrestre, et des questions, des sujets d'infiltration complexes des eaux pluviales avec des sols qui se prêtent peu à cette infiltration. Donc là, le projet, ou là, en tout cas les intentions, parce que là on est au démarrage du dispositif, les intentions de projet portent justement sur la désimperméabilisation et la gestion des eaux pluviales dans des noues végétalisées. La restauration aussi de continuité écologique à travers les interventions sur l'espace public et la renaturation de cœurs d'îlots et de pieds d'immeubles du parc social, avec l'objectif ici d'atténuer l'îlot de chaleur et de favoriser, de préserver la biodiversité dans le quartier faune et flore. Dernier exemple qu'on a pris en dehors de la région parisienne, alors c'est Bordeaux. On aurait pu aussi choisir Saint-Étienne, qui a fait un travail conséquent récemment sur le quartier de Montreno avec la destruction d'une dalle qui a été reconvertie en parc, espace quasi naturel, on va dire. On a aussi des exemples importants, alors je parle plutôt de la région Rhône-Alpes que je connais mieux, mais à Lyon, dans le quartier de la Duchère aussi, où des actions très fortes ont été conduites en termes de renaturation et de connexion aux espaces naturels voisins. Et ici, Bordeaux, avec un quartier qui lui aussi présente un certain nombre de vulnérabilités multiples, donc la présence là encore d'infrastructures routières et ferroviaires, avec une forte exposition au bruit et à la pollution, et une très forte artificialisation des sols qui favorise l'apparition de phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc là, le projet prévoit aussi des aménagements d'espaces publics en zone humide. Alors, ce n'est pas au sens code de l'environnement, on va dire que c'est un espace humide, mais il n'est pas encore qualifié de zone humide au titre code de l'environnement. Il y a l'idée de valoriser cet espace par un parc paysager avec des équipements légers qui permettent la perméabilité des sols. Là encore, une action forte de renaturation des espaces verts, d'amélioration de la trame verte et de renaturation d'îlots aussi déjà construits, là encore pour essayer de préserver les espèces et les ressources, donc avec toujours les mêmes ingrédients qui font des recettes différentes en fonction des contextes, mais la désimperméabilisation pour retrouver les sols, permettre l'infiltration naturelle, la végétalisation sur différentes strates et végétation qui va profiter de cette captation par les sols de l'eau. Donc voilà, alors on pourrait en donner beaucoup plus d'exemples. On a choisi ceci qui illustre différentes manières qu'ont nos porteurs de projets, puisque ce sont bien eux qui définissent les projets avec notre accord, avec notre accompagnement sur les QPV. Donc voilà, différentes actions portées par nos porteurs de projets qui contribuent à la renaturation. Et on espère que cette dimension-là sera de plus en plus prise en compte dans les projets. Les projets entrent en phase opérationnelle. Les 453 quartiers font l'objet maintenant de conventions. Donc là, c'est la partie, on va dire, administrative, financière. Et maintenant, vont passer en phase opérationnelle. Et nous allons nous efforcer, à travers notamment le dispositif quartier résilient, nous allons nous efforcer de les accompagner le plus possible pour qu'ils intègrent davantage encore ces questions de renaturation, de réintroduction de la nature dans les quartiers, confortement de la nature, qui n'apparaissait pas forcément dans le règlement général, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour nous, c'est intéressant de creuser ces pistes aussi pour la suite. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Merci beaucoup. Merci pour cette synthèse de l'ensemble des leviers d'action et des dispositifs de l'ANRU.
Juste pour indiquer, parce qu'il y a eu la question dans la conversation, donc le webinaire est enregistré et toutes les présentations seront en téléchargement avec l'accord, bien sûr, des intervenants sur le site de l'Institut Paris Région. Alors, il y avait une petite question autour, alors on s'éloigne un peu de la question de la renaturation, mais dans le programme Quartier résilient, poser la question des mobilités douces. Y a-t-il des dispositifs pour les vélos, la sécurité? Mais c'est vrai que là, on s'éloigne un peu de notre sujet. Et puis, il y avait plutôt une question sur la terminologie jardin de pluie que vous avez évoquée. Et moi, j'avais une question aussi sur, vous avez parlé dans les dispositifs notamment de renaturation de la trame brune. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience de collectivités qui ont travaillé sur cette thématique-là, donc en lien évidemment avec la pleine terre? C'est un sujet qui est évidemment émergent et ô combien important pour la question de la renaturation. Voilà, je vous donne un package de quelques questions et puis Ok. on prendra après. Je vous laisserai répondre directement dans la conversation. Il y a encore 2, 3 questions qui sont arrivées parce qu'on a pris un peu de retard, donc il va falloir qu'on rattrape tout ça. Merci. Bon, je vais répondre rapidement sur la première question, puisqu'en effet, elle n'est pas complètement dans la cible de la journée, mais à travers Quartier Résilient, on va aussi encourager les mobilités douces et actives. C'est bien prévu. Ça fait partie des axes d'intervention que l'on soutient là encore à travers des aménagements d'espace public, mais aussi par le soutien des fois des actions de type serviciel, enfin pour les services que l'on peut développer dans le quartier à l'appui de ces mobilités douces et actives. Pour ce qui est du jardin de pluie, alors ça c'est une expression, alors moi je viens du monde des collectivités, donc c'est des terminologies qu'on utilise souvent dans les collectivités. Alors ça renvoie souvent à un aménagement végétalisé qui va à la fois capter l'eau de pluie et l'infiltrer naturellement. Donc il y a cette idée de rétention douce et naturelle pour laisser passer l'eau et la filtrer pour la rendre ensuite aux nappes. Et cette eau qui va bénéficier à la fois aux espèces végétales, mais qui va aussi bénéficier au quartier et à l'environnement de cet aménagement, puisqu'elle va contribuer on va dire, à rafraîchir l'espace lorsqu'il y a des épisodes plus chauds. Donc voilà pour les jardins de pluie. On en a parlé à une époque un petit peu moins. Et la dernière question, c'était sur les trames brunes. Alors, j'ai pas une vision encore très, très globale. Ça fait très longtemps que je suis l'agence des différents projets qui sont conduits. J'ai plus de retour sur la trame brune, mais on voit en tout cas cette dimension-là entrer de plus en plus en compte. Je le disais notamment tout à l'heure dans les quartiers des Hauts-de-France, où il y a cette question de la reconquête des sols sur des terres qui étaient industrialisées, qui étaient souvent minéralisées, artificialisées, mais aussi polluées. Et il y a cette idée de retrouver des continuités, notamment par des sols fertiles, des sols de pleine terre. Donc là, j'avoue j'ai pas un retour à vous faire aujourd'hui, mais on pourra creuser la question. Et on cherche à identifier aussi, c'est pas toujours évident dans les projets, ceux qui s'emparent de ce sujet-là. En tout cas, voilà, on a beaucoup parlé de trame verte, de trame bleue, c'est un petit peu plus rare, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. La trame noire, on en parle assez souvent, on a eu un exemple tout à l'heure avec ce que l'on peut faire sur l'éclairage public pour l'atténuer ou en tout cas le stopper à certaines heures. Et maintenant, cette dimension trame brune qui nous paraît aussi très intéressante. Merci beaucoup. Hélène, je te redonne la parole. Merci, monsieur Romero. Il y a une question autour du montage des projets, qui sont les publics visés, qui peut participer. Je vous invite à y répondre directement dans la conversation. Merci. À toi, Hélène. Oui, merci beaucoup. Et la transition est toute trouvée, hein, puisqu'on va se déplacer vers Orly, le grand ensemble d'Orly qui a bénéficié et du PNRU et du nouveau programme national de renouvellement urbain. Et ça va aussi rebondir sur ce qu'on a pu entendre auprès de Monsieur Romero, effectivement, même sur la question de la nature qui peut être aussi travaillée pour accroître l'attractivité de certains quartiers. Parce que je crois que votre quartier, il y avait aussi une situation de vacances de logement ou une certaine désaffection pour certains quartiers. Donc, je vous laisse la parole. Je crois que vous commencez par Madame donc Véronique Navet, qui est urbaniste associée à l'atelier Ruelle, et puis à deux voix avec Amandine Rio, donc, qui est responsable de la rénovation urbaine à Orly. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour. On va effectivement faire la présentation
à devoir… alors, difficile de parler de renaturation dans le cadre du projet d'Orly sans évoquer l'héritage et comment on passe d'un projet paysager à un projet de renaturation. Bon, en cela, ça a déjà été bien évoqué dans les interventions précédentes et l'introduction. Tous les quartiers de grands ensembles ne sont pas identiques. Et à Orly, le début de l'histoire, ce sont des tours et des bars posés dans les champs. Cet extrait d'un film de Lina le montre assez bien. On est loin de Paris, loin de l'aéroport, loin du plateau d'Orly. On est coupé aussi de toutes les berges de Seine par les voies ferrées et l'usine des eaux de Paris. Donc, c'est vraiment des bâtiments qui se posent sur un sol très peu paysager. On n'a aucune dimension paysagère à l'origine. 30 ans plus tard, le paysage du grand ensemble est caractérisé par 4 grandes figures. On a de beaux alignements d'arbres le long des rues et des allées pompiers qui accompagnent souvent d'ailleurs l'orientation des bâtiments. On a une coulée verte qui est l'héritage, on la voit bien ici sur la photo aérienne, qui est l'héritage d'un tracé d'autoroute abandonné qui va au-delà d'Orly, d'ailleurs, qui fait le lien, y compris avec la partie du Grand Ensemble qui est sur Choisy-le-Roi. Hein, le Grand Ensemble s'étend sur ces 2 villes. On a tout au sud un premier parc qui a été créé par Alexandre Chemetov sur une friche et des terres polluées. Ce sont des interventions déjà de renouvellement urbain avant l'ANRU et le PRU1. Et puis, on a à l'intérieur de chacun des quartiers du Grand Ensemble, hein, le Grand Ensemble, il est fait de 5 ou 6 grands quartiers, on a une succession de squares et de beaux bosquets de cèdres qui s'intercalent entre les tours et les bars. Voilà, quelques beaux Paulowniens. Bon, il est difficile de parler de nature, la végétation est pauvre, hein, les strates basses, haies ou massifs sont sans grande qualité, sans continuité. On a des sols qui sont, c'est soit de l'enrobé, soit de la pelouse, pas beaucoup de variantes. Mais on voit ici, on a ces atouts que j'évoquais, on a des espaces libres qui sont très généreux et on a un patrimoine arboré qui, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, est intéressant. Tous ces espaces, pour rappel, sont propriété du bailleur, Céval Office, l'ancien OPAC du Val-de-Marne. Et donc, le projet de renouvellement urbain va s'appuyer sur ce capital et en faire un des leviers de la transformation recherchée avec ce que vous évoquiez, c'est gagner en attractivité. Quand on démarre les études, le projet d'Orly, enfin le site d'Orly, le grand ensemble d'Orly est très peu attractif. La première grande barre que vous voyez ici en rouge est déjà vide et on a entre 15-20% de vacances par bâtiment et dans certains bâtiments. Donc la démarche, ça va être tout d'abord de conserver et de valoriser tous les espaces de la proximité résidentielle. Donc les squares vont être réaménagés, les arbres vont être préservés. Très vite, on va avoir un recensement de ce patrimoine partout où cela est possible et c'est une démarche de préservation et de protection qui va se faire, y compris dans le cadre des démolitions, des réhabilitations et des projets de résidentialisation. Mais on va aussi s'appuyer sur ces qualités pour rendre plus attractifs les futurs logements. Je veux bien que tu reviennes sur la diapo précédente, Amandine. Si on prend l'exemple de ce secteur des aviateurs, où dans le cadre du PRU va être fait le choix d'une transformation importante, tous les bâtiments que vous voyez en rouge, alors il s'agit de logements, parking en superstructure, centre commercial, vont être démolis. Et les leviers de la diversification de l'offre de logement et de la transformation du cadre bâti va reposer sur ces démolitions, mais aussi sur la suppression d'un ensemble de grands parkings aériens et l'élargissement de la coulée verte. C'est ce qu'on voit sur la diapositive suivante, où cette coulée verte va se transformer en parc. Elle est élargie, aménagée par Florence Mercier
Et on va rendre progressivement possible la présence du végétal. On va essayer que cette présence du végétal soit la plus poreuse possible. C'est-à-dire que ce n'est pas voilà, une association de figures, mais on va chercher des continuités, que ce soit en construisant en lanière le long du parc pour alterner bâti et jardin résidentiel, mais aussi aménager tout un maillage de rues et d'allées piétonnes qui vont être très plantées, et qui vont tisser ces liens avec ces squares et l'existant. Donc, on voit que progressivement, entre la protection des arbres et de nouvelles plantations, dans les images suivantes, ce sont quelques photos qui illustrent ça. On voit ici sur la photo aérienne comment la fragmentation de la composition bâtie, ce travail de bâti en lanière va nous permettre d'infiltrer au maximum cette dimension paysagère. Comment on introduit aussi progressivement de nouvelles plantations. On voit sur les images après. Voilà, on travaille, ça c'est le rapport entre cette nouvelle rive bâtie et le parc de Florence-Mercier. Une introduction de nouvelles strates basses, intermédiaires. Ça sont des photos qui datent de 2014-2015, donc qui sont déjà assez anciennes, enfin qui sont même très anciennes. Et aujourd'hui, végétation a pris une dimension bien plus importante. On voit ici une des allées qui a été réaménagée entre le parc et les bâtiments existants. On a là une des grandes tours des aviateurs. On voit comment les arbres aussi, dans ce travail sur le paysage, sont systématiquement préservés. Vous voyez là quelques beaux arbres en premier et second plan sur ces allées. On va rendre les sols plus poreux et on va dire que progressivement, l'esprit de nature va se développer et, dans ce quartier. Alors, dans le cadre du NPNRU, la transformation va se poursuivre dans le même esprit. Donc, on voit ici l'ensemble du projet, que ce soit PRU1, PRU2. La transformation va se poursuivre en conservant les mêmes principes. C'est aussi une demande qui est exprimée par les habitants, y compris dans le cadre de la concertation avec le projet de renouvellement urbain de Choisy. Donc, le parc Mermoz va être prolongé et va se ramifier. Et on va continuer à poursuivre cette logique de protection systématique de tout le patrimoine arboré. On le voit là dans la diapo suivante. Voilà, ce principe de ramification des parcs et comment aussi, par tout ce travail sur le paysage, se tissent des liens entre des quartiers jusque-là assez isolés les uns des autres, voilà, par leur parking, par tout un réseau de voies structurantes et progressivement par ce chevelu, on va dire, d'espaces paysagers, et cette mise en relation des espaces paysagers se retisse des liens aussi entre quartiers. Le NPNRU, ça va être aussi l'opportunité d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment affirmer l'objectif de la renaturation au-delà de cette démarche sur le paysage. Donc d'abord, on va essayer de créer les conditions de la régénération du patrimoine arboré, c'est-à-dire comment on écrit la suite de cette histoire de l'arbre dans le grand ensemble, au-delà de la protection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est comment on favorise le renouvellement et la diversification des essences, comment ces choix d'aujourd'hui vont répondre aux conditions climatiques et d'aujourd'hui et de demain. On a aussi des espèces qui sont, certaines essences d'arbres qui sont fragilisées par les épisodes de sécheresse, par les épisodes de chaleur, qui arrivent aussi, voilà, certains arbres aussi sont abîmés par des épisodes de tempête, on a eu le cas tout récemment sur certains très beaux arbres. Donc, comment on permet cette régénération de la présence de l'arbre dans ce projet et comment on re-questionne les essences et la mise en œuvre. Deuxième axe, si on le voit ici sur un plan, c'est un extrait d'AVP sur un des secteurs, comment on développe de nouveaux parcs et de nouveaux squares qui soient plus arborés que ceux dont on hérite. Et aussi comment on mène un travail beaucoup plus fin sur les différentes strates, sur la refertilisation des sols, ça a été évoqué, apporter moins de terre végétale, retravailler les sols aussi, qui parfois sont des sols qui ont été
abîmés par les épisodes de travaux. On a eu les travaux, les travaux du tram, des installations de chantier, ça compacte les sols. Bon, comment on retravaille sur ces sols, on refertilise, on limite l'apport de terre végétale. Comment on tire parti aussi de la gestion de l'eau pluviale à travers le jardin de pluie, mais aussi tout un chemin de l'eau, pour développer des îlots de fraîcheur, et comment on va dans le sens progressivement de cette plus grande biodiversité recherchée, puisque, pour rappel, on partait quand même d'un milieu très pauvre. Alors, ces objectifs, ils s'appliquent à l'échelle aussi des futurs lots bâtis, et c'est ce que raconte l'image de gauche. Ça se décline, et on décline ces objectifs jusque dans les fiches de l'eau, les cahiers de prescription urbaine et paysagère, l'obligation des équipes de maîtrise d'œuvre d'avoir des paysagistes, sont des obligations aussi de prise en compte de cette dimension paysagère qui s'applique aux projets de résidentialisation et aux réhabilitations. Et ça demande aussi un suivi dans la mise en œuvre des projets, qui est un suivi aussi collectif de ces projets. Dans cette démarche de renaturation, on ne perd jamais de vue certains objectifs qui ont été évoqués par Christophe précédemment, et qui sont ces objectifs de qualité de vie et d'habitat recherché. Donc, on a aussi le maximum de logements adressés sur un espace paysager, y compris les logements conservés. Les nouveaux logements sont, si possible, des logements traversants ou à double orientation pour bénéficier des effets d'îlots de fraîcheur. Et constamment, la question des usages, on sait qu'avec aussi, on a, comme vous l'évoquiez, des usages spécifiques dans ces quartiers, une demande très forte d'espace libre. Mais on a aussi des usages qui vont évoluer avec ces épisodes de chaleur. On le constate, il y a beaucoup plus d'occupation de toutes les tranches d'âge en épisode de chaleur de ces espaces libres. Donc, comment on y répond? Comment on gère aussi cette contradiction possible entre espace de nature, protection de la nature, biodiversité et intensité d'usage? Donc, les questions d'usage, d'appropriation et de gestion, de coûts de gestion. La plupart de ces espaces sont rentrés dans l'escarcelle de la ville et ne sont plus gérés par Val-Office. Ces sujets doivent aussi être de façon constante discutés entre acteurs pour que les espaces que l'on livre demain soient aussi durables et gérables. Et je vais laisser la parole à Amandine sur ces enjeux notamment. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer effectivement la présentation de Véronique, juste redézoomer à l'échelle de la ville tout le travail qui est mené sur le projet de rénovation urbaine et sur le quartier Est. Et c'est aussi un élément important et structurant de notre trame verte. Donc, juste pour resituer la ville d'Orly, donc effectivement l'aéroport sur l'ouest de la ville, et puis la Seine sur la partie est, et le grand ensemble avec la trame verte et le parc Mermoz qu'a présenté Véronique se situe ici. Et donc tout le travail qui est réalisé, là c'est la carte de notre orientation d'aménagement particulière de notre PLU sur la trame verte et bleue, sur lequel, effectivement, au fur et à mesure, on va pouvoir ajouter le sujet de la trame fertile, de cette trame brune et de cette continuité des sols nécessaires pour favoriser la petite faune, avec ce développement et cette connexion aujourd'hui avec des espaces verts qui existent, qui continuent de se développer, et des atouts assez considérables qui nous sont révélés aussi maintenant du point de vue de la biodiversité, grâce du coup à l'étude qu'on mène sur la réalisation de la tasse de la biodiversité communale depuis l'année dernière, qui est un sujet très important et une couche un peu qui pouvait nous manquer dans la lecture et dans la compréhension de nos territoires. Et c'est quand même assez récent que les urbanistes ont travaillé avec des écologues, et c'est très précieux. Valenton a travaillé avec le même bureau d'études que nous. C'est OGE aussi qui nous accompagne sur la réalisation de cet atlas de la biodiversité communale.
qui nous permet de prendre conscience effectivement des écosystèmes, des milieux qui sont présents sur notre territoire, avec dans la particularité de la ville d'Orly, une configuration assez précieuse entre les pelouses de l'aéroport et ces bords de Seine, qui sont deux milieux très riches, et comment du coup les projets urbains et nos différents interventions vont en fait permettre, favoriser le développement et le renforcement de cette biodiversité qui est assez riche pour une ville de fin de première couronne. Et donc, voilà, tout le travail sur la réalisation de l'ABC et cette renaturation, c'est effectivement le support de cette biodiversité qui existe déjà aussi sur les premières opérations. Hein. Le parc Mermoz, il y a déjà des espèces qui sont présentes, qui effectivement, on n'aura pas de bilan et d'état des lieux avant le projet de rénovation urbaine, mais on voit déjà qu'il voilà, y a des efforts qui sont mesurés. Et donc, c'est tout ce challenge-là de se dire comment nos projets urbains en fait, favorisent et renforcent la biodiversité. Avec bien évidemment tout le sujet de sensibilisation, de reconnexion à cette nature pour les habitants qui effectivement sont assez éloignés. Donc là, l'illustration que vous voyez sur la droite, c'est une exposition qu'on a réalisée hors les murs sur les il y a beaucoup d'oiseaux qui sont présents à Orly. Et là, c'est une exposition qu'on a présentée, pris en photo les différents oiseaux qui existaient et qui se retrouvent là comme ça sur les grilles des bâtiments et qui permettent d'appréhender cette nature un peu éloignée ou méconnue. Pour autant, dans le travail de l'ABC, il y a effectivement, là, on en est à la phase d'état des lieux et on va définir notre stratégie et ensuite intégrer, du coup, toutes les ressources opérationnelles qui nous permettront d'intégrer cette question de biodiversité dans le bâti ou dans les espaces publics. Mais nous travaillons d'ores et déjà avec la Ligue de protection des oiseaux. C'est une convention qu'on a signée l'année dernière entre la ville d'Orly, Val-Office, Habitat et nous, puisqu'effectivement, on démolit des bâtiments qui aujourd'hui étaient occupés par des espèces qui sont dans des situations de grande baisse et de menace en Île-de-France, donc les moineaux domestiques et les martinets noirs. Et donc, on a travaillé, la LPO nous accompagne sur un process très précis et très pédagogique auprès de nous et des maîtres d'ouvrage, donc de Val-Office Habitat, pour pouvoir reconstituer l'habitat dans des opérations à venir de construction. Et puis, d'ores et déjà, là, au moment où on va démolir, donc là, on parle c'est l'année prochaine où les démolitions vont avoir lieu, de pouvoir recréer des nichoirs dans le bâti permettant la relocalisation de ces espèces, donc des moineaux et des martinets, avant qu'on détruise leur habitat. C'est une obligation de 1976, que malheureusement, on applique tous très peu. Il va falloir conclure. Oui, non, juste de dire que dans les éléments qui sont importants, dans les ambitions à porter sur ces sujets de biodiversité ou de manière générale, hein, de tout ce qui a été aussi proposé par l'ANRU, c'est pas des sujets qui étaient complètement portés en termes de culture. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui, nous, ville d'Orly, avec une petite ingénierie, hein, c'est quand même une petite ville, c'est d'avoir au sein de notre équipe renouvellement urbain, projet urbain, une personne qui, Tania Delettre, là, qui bien évidemment travaille avec nous sur tous ces sujets, qui est au cœur de la logique projet urbain. C'est-à-dire que ce n'est pas une direction développement durable ou environnement qui est un peu détachée de nos problématiques très opérationnelles et avec une appréhension de nos problématiques urbaines ou de renouvellement urbain. Cette organisation-là nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'allier le stratégique et l'opérationnel. Et c'est un poste, effectivement, qui est financé par l'ANRU et c'est un levier très important dans notre organisation. Voilà. J'ai terminé, du coup. Parfait. Merci beaucoup. C'était parfait. Très intéressant.
On a eu quelques questions. Alors, il y en a une à laquelle vous avez déjà répondu sur le rôle de la LPO notamment. Alors, dans le projet, mais on l'a vu de manière générale, voilà, dans le cadre de cette convention tripartite avec le groupe Val-Office et la ville. Je vais faire remonter plutôt 3 questions sur le projet. On voit bien que dans le cadre du renouvellement, eh bien, les espaces de nature ont gagné sur notamment les parkings, les routes, donc les emprises dédiées aux voitures. Donc, comment avez-vous gagné ces emprises sur le quartier et quel retour vous avez du coup des usagers et, euh, et des usagers de la voiture? Vous avez aussi évoqué la question de la résorption pardon, du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Est-ce que vous l'avez mesuré, l'avant, après, le gain sur ce phénomène lié au changement climatique notamment? Et puis, sur les aspects socio-économiques, sociologiques du quartier, est-ce que les habitants défavorisés, donc présents dans le quartier à l'origine, sont restés? Est-ce que d'un point de vue diversité, la population a changé? Les profils sont-ils toujours les mêmes? Voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi des résidents de ce quartier renouvelé? Je laisse répondre à ces 3 questions. Alors, sur la question de la voiture, Véronique, n'hésite pas à me compléter. En fait, c'est assez simple. On était sur des nappes de parking en aérien et aujourd'hui, dans les nouvelles opérations, les parkings se font en infrastructure. Donc, en termes d'offres, de quantité, quand on est à proximité des transports en commun, on offre moins de places de parking qu'avant, mais c'était tellement informel ou pas organisé que on est peut-être réduit l'offre de place et encore je suis même pas sûre, mais dans tous les cas elle est plus claire et donc en termes de gestion et de qualité la voiture reste encore très présente sur ces quartiers. Oui, on a fragmenté aussi ces grands parkings en plus petits parkings en lien avec les résidences. C'est le travail de la résidentialisation par Val-Office. On n'a pas enlevé la voiture du quartier. On est quand même en quasi seconde couronne. Voilà, donc des gens qui sont quand même très dépendants de la voiture pour leur déplacement. On n'a pas un transport RER qui est exceptionnel à Orly. Maintenant, il y a le tram, mais c'est tout récent. Donc, on n'a pas chassé la voiture du quartier, on a plutôt appuyé un remaillage de ces quartiers qui étaient desservis que par des grands axes dans leur pourtour. On a appuyé le remaillage du quartier en s'appuyant sur les allées pompiers qu'on a recyclées en fin de compte en petites rues, voilà, avec un travail sur le paysage, mais aussi sur la place de la voiture qui est assumée. Après, sur la diversification des habitants et l'attractivité, Amandine, je te laisse répondre. Tu as plus de... Oui. Alors, il y avait d'abord la question de la modélisation peut-être des îlots de chaleur. Aujourd'hui, on a les cartes qui sont réalisées par la Pure, qui sont sur un maillage quand même assez fin. On voit que le parc Mermoz joue son rôle, mais on a encore tout un travail à mener et c'est ce qu'on souhaite réaliser dans les mois et années à venir sur effectivement la mesure des effets de nos projets sur le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc ça, on s'est rapproché de l'université Gustave Eiffel pour travailler là-dessus avec un axe qui est aussi financé dans nos études par l'ANRU+, mais on n'a pas de choses complètement précises et mesurées telles que ça avait pu être présenté dans le webinaire Quartier Résilient par Monsieur Romero sur sa précédente fonction. Et en termes de sociologie de quartier, donc là, on a effectivement présenté un nombre de démolitions important. Il faut savoir qu'à Orly, 95%
ménages qui sont concernés par les démolitions sont relogés dans le quartier, parce qu'on a effectivement un patrimoine social qui reste très important. Hein. On est encore à 57% de logements sociaux. Donc, que ce soit dans les opérations, là, tout ce qui a été reconstruit n'est pas que de l'accession, on a reconstruit aussi du logement social. Et puis, après, en termes de sociologie, dans les premiers échanges qu'on a sur la géographie prioritaire, donc qui est basée sur le seul critère unique de revenus, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, notre quartier prioritaire va s'élargir. Donc, c'est qu'on a en partie amorcé la mixité sociale, mais que de manière générale, je crois que la question de la pauvreté s'élargit, mais c'est un sujet national. Merci beaucoup encore pour cette présentation. Et pour suivre de mon côté l'Atlas de la biodiversité d'Orly aux côtés de Tania, je vois le travail qui est réalisé pour intégrer cet enjeu-là dans les politiques d'aménagement de la commune. Merci, je vous invite à répondre. Il y a encore une ou deux questions dans la conversation et je vais laisser la parole à Hélène pour introduire notre dernier intervenant. Oui, merci beaucoup. Effectivement, donc on va passer la parole à Richard Comte de Emmaüs Habitat, puisque là on a déjà parlé beaucoup d'arbres. Là, on va parler d'un verger partagé et quelque part on revient à la configuration initiale de Valenton. On va sur un site qui relève en fait d'un ancien parc, un parc arboré, d'un domaine bourgeois ou d'un château. Mais voilà, on revient sur le même type de configuration historique que Valenton. Je vous laisse la parole, Monsieur Comte, en sachant que l'exemple que vous présenterez nous intéressait aussi notamment sur la dimension participation citoyenne. Bonjour à tous. Alors, voilà. Alors, effectivement, je suis chef de projet à la direction de la cohésion sociale et des solidarités. Emmaüs Habitat, je rappelle un peu quand même que c'est important parce que le projet, il a quand même une clé d'entrée. C'est plutôt un projet qui est lié à un projet de développement social qu'un projet urbain, même s'il y a eu un ANRU1 au premier abord. Donc, Emmaüs Habitat a été créé en 1954 par l'abbé Pierre et suite à son appel, a eu beaucoup de dons rémunéraires ou de terrain, et notamment la possibilité de pouvoir construire au parc Le Nôtre, donc qui est vraiment un parc urbain, enfin un parc arboré urbain situé à Saint-Ouen-l'Aumône. Et il a pu construire un peu plus de 500 logements. Donc on est dans un cadre quand même assez atypique pour l'époque, donc assez agréable. Une architecture assez dense aussi également. Et puis après, c'est un quartier en 2015 qui a été classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, parce qu'on est sur un territoire assez paupérisé et vieillissant. Donc là, je vous rappelle un petit peu, on a été sur un projet urbain de l'ANRU 1, donc on a bénéficié de l'article 6. Et c'était plutôt un travail d'ouverture du parc à l'ensemble de la ville, parce qu'il était enfermé par rapport à des grands bâtiments là, que vous voyez en rouge. Et donc, l'idée, c'était de réouvrir le parc Le Nôtre aux habitants, et puis de pouvoir rénover aussi notre résidence et de reconstruire des bâtis un peu plus diversifiés autour. Donc, on a démoli 262 logements, reconstruit autant, réhabilité l'ensemble qui n'est pas démoli et résidentialisé. Et l'accompagnement social à l'époque, et notamment l'objectif du projet urbain, c'était d'accompagner le vieillissement, parce que toutes les enquêtes sociales nous avaient montré qu'on avait un vieillissement assez prononcé. Et donc, on s'est fait un focus sur notre accompagnement sur cette question du vieillissement, l'adaptation du patrimoine, les mutations, d'accompagner vers des nouveaux logements des seniors, travailler sur la mémoire collective. Et puis est venu après l'accompagnement post-projet. Donc, de rencontrer individuellement les habitants pour évoquer le nouveau cadre de vie, l'habitat modifié, de travailler un projet senior en parallèle sur une autre résidence. Donc là, la question, c'est pas le sujet, mais on a développé un beau projet senior avec aussi des projets nourriciers.
et le développement de projets liés à l'environnement, à l'écologie, parce qu'on est dans une situation assez unique, et donc de pouvoir aussi reconnecter les habitants, enfin, c'est un terme fort, mais de valoriser leur environnement, et donc d'apprendre à le connaître aussi, en sachant que sur ce territoire-là, le bâtiment où il y avait tous les locaux collectifs a été démoli. Donc on est sur aussi un quartier où il n'y a plus de dispositif collectif à part le local de l'Amicale, qui est un logement et qui est au bâtiment Détroit. Et donc on n'a plus de lieu collectif, et donc une difficulté aussi à mobiliser les habitants. C'est important pour la suite du projet, enfin, la présentation. Donc pourquoi un verger? Répondre à des enjeux de fracture alimentaire qui se sont accentués avec les crises et qui sont encore plus révélés au moment du Covid. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur la chronologie. Pour nous, Emmaüs Habitat, c'était d'expérimenter aussi, de développer une agriculture urbaine un peu plus intensive, enfin plus productive et nourricière, d'accompagner les habitants à l'écologie, à l'apprentissage, dans la bienveillance, à encourager aussi la mobilisation. On le verra tout à l'heure aussi dans la chronologie. Peut-être beaucoup plus facile de se projeter dans un verger que dans un jardin partagé. Et puis aussi, justement, répondre à ces manques de lieux collectifs, c'est développer des nouveaux lieux de vie hybrides, mêlant festivité et puis écologie et biodiversité. Donc là, c'est que des photos de la résidence et des animations. Donc, pour rentrer un peu plus dans l'objectif du verger, il y a une production alimentaire théorique qui devrait être à peu près, on devrait arriver à 1,5 tonne de fruits par an, avec une diversité. Donc, on est aussi sur un territoire où il y a la culture du verger, donc il y a beaucoup de pommiers, et puis un travail qu'on a mené avec les habitants sur différentes essences. Après, créer un lieu de vie partagée, d'apprentissage, de lien social, d'activité. Donc, de le nourrir chaque année de différents ateliers, de moments clés. De protéger aussi une biodiversité qu'on a identifiée pendant le diagnostic. Et puis comme je disais tout à l'heure, d'avoir un accès à l'apprentissage à l'écologie et à son cadre de vie. La réflexion aussi pour Emmaüs Habitat, c'est de dire on expérimente et peut-être, sans doute, on intégrera parce qu'on est aussi propriétaire de grands ensembles en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres départements, et de pouvoir introduire dans nos projets futurs de résidentialisation une dimension nourricière, une fonction nourricière des espaces beaucoup plus importante. Donc là, un petit peu de chronologie. Donc, je vous avais parlé du projet urbain, c'est 10 ans. On arrive en 2019, on livre. Et en parallèle, c'est pour ça qu'il y a aussi l'axe de développement social de notre direction. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur des jardins partagés à l'échelle, petite échelle, avec les habitants, toujours à co-construire. Puis là, l'idée, c'était d'avoir une réflexion sur une dimension nourricière beaucoup plus importante. Parce qu'avant le Covid, on avait déjà mesuré les précarités. En 2015, beaucoup de nos résidences sont entrées en QPV, donc c'est pas pour rien. Et puis avec une amicale avec qui on a beaucoup travaillé sur le projet urbain, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'utilise pas l'opportunité d'une parcelle assez grande pour pouvoir travailler sur un projet un peu plus ambitieux. 2020, on la connaît tous cette année, l'année du Covid, donc ça a beaucoup freiné le projet, mais nous, on a quand même continué à essayer d'enquêter. Donc ça aussi des rencontres. Donc là, c'est l'association BABA que j'ai rencontrée, et de pouvoir développer un projet, donc ce projet, et donc d'enquêter auprès des habitants. Alors, ils sont à la maison, en confinement, il y a des difficultés alimentaires dans beaucoup de quartiers, en QPV et autres, mais beaucoup en QPV. On a fait du portage alimentaire, donc c'est là où on a vu qu'il y avait quand même une fracture assez importante. Et donc, on a fait une enquête participative auprès d'une centaine de locataires à peu près, donc avec la sécurité distancielle à l'époque. Et donc, sur un projet de jardin partagé avec des zones individualisées, comme un peu les jardins ouvriers, parce qu'on a aussi cette culture-là sur le territoire. Et les gens étaient plutôt partants, et puis avec les déconfinements, il y a eu beaucoup de troubles, on le voit encore aujourd'hui, et puis une démotivation de l'engagement collectif. Et donc là, c'est non, niet, on ne veut plus. Donc on réfléchit avec BABA.
Et là, on se dit, pourquoi pas un verger, parce que il y a la culture locale. Donc, ça, c'est intéressant. On a des structures qui peuvent nous accompagner, donc le CNP, Sous les arbres, les croqueurs de pommes, et puis Béabar aussi. Et l'idée aussi de quelque chose d'assez simple à gérer pour les habitants, parce qu'on vient juste cueillir des pommes, enfin, ça, c'est dans l'imaginaire. Et puis, donc voilà, donc on pose ce jalon. En parallèle, donc on revient voir les habitants. On fait des concertations. Là, ça prend. Après, on travaille sur le choix des espèces, des variétés. On fait des études techniques, hein, des sols, d'analyse des sols, parce qu'on est dans des grands ensembles, donc des fois, on a des sols pollués. Donc là, on a plutôt des sols qui sont pas pollués du tout, mauvaise qualité comment dire, pour les plantes. Donc, on va essayer de l'amender, justement. C'était une zone où on tournait énorme tout le temps. Donc là, on va travailler sur les fauches tardives pour alimenter et nourrir les sols. Et puis, finalement, le diagnostic évalue qu'il y a une biodiversité assez intéressante au niveau de la flore, et un peu de la faune, forcément. Et du coup, on va avoir une gestion différenciée de cet espace. Et en fin d'année, on fait une présentation collective en chantier éducatif et avec les habitants du verger. 2022-2023, on se rencontre, on découvre, on apprend aussi. Et donc là, il y a les premiers moments collectifs qui se mettent en œuvre. Donc là, aujourd'hui, on a une fête du verger, on a la fête de l'automne. Et puis tout le long de l'année est rythmé par différents ateliers. Et puis l'idée, c'est de pouvoir aussi après développer ce lieu de vie autour de la question alimentaire, de la convivialité et de se projeter aussi en avenir, parce que planter des arbres, c'est penser aux générations futures aussi. Et le temps que les pommiers poussent, il faut occuper l'espace, mobiliser. La mobilisation des habitants, elle est quand même elle est sur du long terme, hein, du moyen terme, du long terme. Donc ça prend petit à petit. Aujourd'hui, on s'investit un peu plus, il y a de plus en plus de personnes qui s'investissent. Il y a eu des déclics aussi, et donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, vous avez un peu un plan du verger qui est sur une parcelle qui nous appartenait, parce que le reste, on est en plan d'échelle, et donc on n'avait pas de... Mais finalement, c'est une parcelle qui est assez intéressante. Donc là, les études techniques ont été menées par Sous les arbres, et donc c'est une association avec le CNP de Sosseron. Donc là, une petite image du projet, toujours essayer de faire avec et aller vers. Et donc, on a pu planter une trentaine d'arbres. Là, vous avez quelques images des activités qu'on mène au fur et à mesure. Et puis aujourd'hui, on introduit un peu plus la notion de culture aussi. Donc là, il y a une œuvre collective qui est menée sur du réemploi, hein. C'est un mouvement qui travaille beaucoup sur le réemploi. Et donc, pour marquer l'entrée du verger, symboliser, et puis travailler avec les habitants des nichoirs, les faire ensemble avec plein de choses. Et puis, la question de l'alimentation, la transformation de la matière brute, et d'aller vers une alimentation saine, de proximité, enfin, tout ça. Donc, y aller petit à petit, toujours avec bienveillance et sans montrer du doigt. Et donc, on a aujourd'hui un verger qui commence à pousser, qui donne ses premiers. On arrive à 3 ans de plantation. On fêtera les 3 ans en octobre, en novembre. Et du coup, on commence à avoir quelques petites pommes. On a mis aussi, des qui produisent rapidement pour pouvoir aussi que les personnes s'investissent, en tout cas s'approprient l'espace. Et puis, on a renforcé aussi la communication, hein, donc expliquer pourquoi on fait des fauches tardives, parce que les gens nous disaient pourquoi c'est plus tendu, moi je veux quelque chose de propre, alors qu'il y avait des jets par les fenêtres. Aujourd'hui il n'y a plus de jets par les fenêtres. La compréhension de la biodiversité, c'est aussi un apprentissage. Après, travailler sur la programmation ensemble. On a fait un livret pour présenter chaque variété, chaque espèce de végétal. Une table d'orientation, on a travaillé avec un Fab Lab pour identifier tous les arbres individuellement, et puis on a aussi un suivi de la biodiversité qui est mené, donc qui permet d'avoir des rapports annuels qu'on partage avec les habitants. Voilà, donc là, il y a des moments de festivité, c'est important parce que ça fait venir les habitants, s'approprient au fur et à mesure. Et puis c'est un lieu aujourd'hui qui
qui fonctionne plutôt très bien. Et donc là, les perspectives, on a la fête de l'automne parce que c'est le moment où on vient cueillir, on vient presser, on vient faire des compotes, des confitures, enfin que sais-je. Et du coup, là, donc, on va pouvoir aussi inaugurer l'œuvre d'art collective. Programmer avec les habitants la saison, parce que là, c'est important de pouvoir avoir un fil rouge et puis de faire participer sur la programmation pour créer de l'autonomie collective. Et puis, avec des axes, un axe culturel qu'on souhaite développer. On a un beau partenariat avec Niostra, qui est une structure qui accompagne en résidence des troupes souvent liées au théâtre extérieur, comment dire, au cirque. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de favoriser l'appropriation et le départage et l'intergénérationnalité, de développer du mobilier dans le verger, pourquoi pas après justement d'aller vers où on voulait aller, avoir des parcelles agricoles. Et puis voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce très beau projet. Alors, on a une question sur est-ce que le verger essaime dans la ville? Est-ce qu'il donne envie à d'autres structures, notamment les écoles ou dans d'autres quartiers, de profiter de cette expérience? Alors, on a sur Saint-Ouen-l'Aumône plus de 1200 logements répartis sur plusieurs résidences, qui est un peu éparpillé. Donc, il y a beaucoup d'habitants qui viennent dans le verger et qui ne sont pas forcément de la résidence. Et on travaille avec les écoles ou les centres de loisirs sur des activités parce qu'on a aussi en parallèle un appartement zéro déchet et qui se mêle sur l'animation avec le verger. Et du coup, on travaille sur plusieurs champs et on fait venir les habitants de Saint-Ouen-l'Aumône et d'autres communes, parce qu'on a aussi des locataires de nuit qui viennent sur le territoire et qui voudraient avoir aussi leur verger sur leur résidence. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai pas d'autres questions dans la conversation. Ah, Hélène, je t'en prie, vas-y. Oui, j'avais une question pour savoir si cet exemple-là, ce projet, essaime aussi sur le reste de votre patrimoine. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez dupliquer? Voilà. Alors, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une expérimentation, donc notre direction générale a complètement adhéré au projet et souhaite justement là, on est sur la 3e année, hein, souhaite qu'on le développe sur d'autres résidences. Donc là, on en a fait un à Limay, on est à NPRU2, on en a fait un petit sur une petite résidence et là, on est en train de finaliser un projet avec une démolition reconstruction et le projet de réside. Et dans le projet de résidentialisation, il y aura un petit verger qui sera travaillé avec les habitants par rapport à la taille de la résidence. Mais effectivement, oui, c'est des dimensions parce que en Seine-Saint-Denis, on a des espaces assez grands, des grandes résidences, et on réfléchit pour intégrer cette dimension nourricière. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre main levée, mais alors, je vais pas pouvoir. C'est Pépin Productions. Si vous pouvez mettre votre question dans la conversation, qu'on puisse la remonter à l'oral. Alors, il y a une question sur les produits phytosanitaires dont là, je me doute un peu de la réponse, mais d'autant plus que c'est réglementaire. Alors, évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas d'utilisation de produits phytosanitaires, éventuellement quelques produits de biocontrôle, mais bon, j'imagine que c'est plutôt dans une démarche vertueuse et donc d'essayer de se passer de ces produits. Alors, il y a eu un abandonnement au démarrage, aux plantations, donc, et en fait, là, sous les arbres et surtout le CNP ne rajoute rien. Donc, la fauche permet d'amender le sol. Et donc, il n'y a pas de complément alimentaire phyto. Et alors, pour répondre aux pépiniéristes, il faudrait se demander. Alors la question, oui, pour que tout le monde l'ait, c'est d'où proviennent les plants que vous achetez? Avez-vous des aides particulières pour l'achat de ces plants?
et notamment le coût des 30 arbres qui ont été plantés. Et après, on terminera sur la question sur un projet de verger à Limay. Alors, pour le coût, je n'ai pas le souvenir, mais on finance ça sur l'abattement TFPB. On a un quartier prioritaire de la police de la ville. On a pris en charge intégralement la dépense. On est sur un projet, en termes d'investissement, on est à moins de 8 000 euros. Et après, enfin, investissement et puis l'accompagnement. Et le pépiniériste, alors là, je pourrais vous donner les réponses, mais je n'ai pas de mémoire, parce que ça fait 3 ans, mais il n'y a pas de souci. On pourra faire un retour ou sur le diaporama mettre les informations. Je vous propose d'arrêter là puisqu'on a un peu débordé sur le temps imparti pour ce webinaire. Je remercie encore tous les intervenants pour leur retour d'expérience et les informations transmises à l'ensemble des participants. Merci beaucoup aussi Hélène qui a été à l'œuvre pour l'organisation de ce webinaire. Juste rappeler que les prochains webinaires de notre cycle auront lieu respectivement le 12 octobre prochain sur la question de la renaturation comme outil de restauration de la trame verte et bleue. Le 15 novembre sur la renaturation des milieux aquatiques et humides. Et enfin, on terminera le cycle le 12 décembre sur la question des cimetières et sur une approche un peu plus large que la renaturation, donc les cimetières comme une opportunité pour la nature en ville. Je rappelle également, puisque dans les questions, il y avait une question sur les dispositifs d'accompagnement, de financement, d'amélioration, de prise en compte en tout cas de la biodiversité. Donc il y a en effet des dispositifs au niveau de la région Île-de-France de financement, reconquête de la biodiversité notamment, îlots de fraîcheur urbains. Mais également des dispositifs portés par Île-de-France Nature, le plan vert ou l'AMI dédié, l'appel à manifestation d'intérêt retour de la nature en ville. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver notamment sur le site de l'ARB dans l'onglet dispositifs de financement où tous ces dispositifs sont répertoriés. Voilà, vous rappelez que, mais ça a été partagé dans la conversation, la note rapide dédiée à cette thématique est publiée depuis ce matin sur le site de l'Institut Paris Région. Donc la renaturation des quartiers en politique de la ville, une dynamique à intensifier. Donc elle est disponible dès à présent en téléchargement. Vous retrouverez donc le lien d'accès dans la conversation. Merci encore à tout le monde et je vous dis bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Merci.